Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, chers amis du bonheur, permettez que je jette sur vous la salutation la plus aboutie, la plus amicale et la plus poétique que possible. Si vous m'appelez D'Angelo Neyar, je ne me fâcherai pas. C'est l'émission Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous parce que le livre est un outil puissant à partir duquel on peut penser le développement d'Haïti. Pourquoi délivrez-vous? C'est parce que chaque livre est une aventure avec l'esprit, avec le bonheur, avec l'éternité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui à cette émission, on va parler de beaucoup de livres, on va parler de poèmes, on va parler de poésie parce que la poésie est un langage qui nous permet de doubler la réalité. La poésie nous permet d'assassiner le trivial. Et c'est ce que nous allons faire là tout de suite sur vos écrans. Gardons bonheur. Place maintenant à la rubrique Temps Poème. À Temps Poème, je vais vous lire Léopold Sédar Senghor. Qui est Senghor? Excellentissime poète sénégalais, grammairien de son état, homme d'état également, politicien également. Léopold Sédar Senghor est le premier président élu du Sénégal. Mais quel talentueux écrivain! Je vais vous lire l'un de ses poèmes qui a pour titre « À une Antillaise ». Princière, tes mains sous les chaînes, aérienne ta grâce légère, plus fine, plus fière la cambrure de tes reins, le soleil qui viole les mornes rouges, le soleil qui enivre de sueur à chaque heure. Dès 15 heures, qui te rive au sol chaque jour, mûrit ton cœur riche de sucre pour les combats conscients du futur. Et penché une fois au bord de tes yeux, ouverts comme des palais ombreux, j'ai vu surgir la fierté triomphante des vieux Guelhar. Voilà, Léopold Sédar Senghor, son œuvre poétique est disponible en Haïti. Donnez-vous ce temps-là pour découvrir des acteurs de la scène francophone internationale et particulièrement francophone qui nous proposent des poèmes de qualité à lire. Mesdames et messieurs, place maintenant à mon invité qui est très particulier dans son profil et par rapport à ce qui justifie sa présence à Délivrez-vous. C'est un monsieur qui s'est bombardé la toile numérique de poèmes. C'est un monsieur qui est un turbulent journaliste, un homme de théâtre. C'est un monsieur qui est habité par une jeunesse fougueuse et furieuse. Et c'est ça, comme jeunesse, que nous proposons à Haïti. Cette jeunesse qui s'instruit. Mesdames et messieurs, respirez à tout de suite avec sur ce plateau la fraîcheur d'Haïti dans un ensemble de poèmes. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous,
délivrez-vous. Mesdames et messieurs, je vous avais promis un jeune haïtien habité par les mots. Je vous avais promis une jeunesse d'Haïti qui est dans la poésie, dans le théâtre, dans le journalisme. Mais je ne vous avais pas communiqué le nom de mon invité. Il s'appelle Gustave. Yves-Marie Gustave, que je ne me trompe pas. Bienvenue sur ce plateau, Gustave. Bonsoir D'Angelo, merci pour l'invitation. La fleur et le sang qui remuent l'antithèse du coït. Contre les huiles de couleuvre, interdit à exposer son sel au salon des apparences. Tel un ouvrier manutentionnaire tenant sous ses dents la patience d'un pain gâté. J'ai l'âge des égouts parallèles pour compter les coups de fouet des sacs truffés de pierres nomades. La longitude des lumières disparues. Tout est plein sous nos bras, aucune marge à remplir. Alors, l'urgence du pain part vers d'autres rituels. Une fleur qui n'a point de repos est une cathédrale errante mise au masculin. Moi, je te dis bravo. Je trouve que ça, c'est une entrée fracassante, c'est une entrée intéressante à l'émission Délivrez-vous. Absolument. Et là, tout de suite, les téléspectateurs se rendent compte de ton amour pour la chose poétique. Pour les mots. On va être très pédagogique, Gustave, si tu permets. J'ai 15 ans. Je tombe sur l'émission Délivrez-vous et je tombe sur toi, là, Gustave, qui dit un poème. Mais je n'aime pas la poésie parce que je ne sais pas ce qu'est la poésie. Comment tu peux définir la poésie, Gustave, pour une personne qui regarde maintenant cette émission et qui pense qu'elle n'aime pas la poésie? D'abord, la poésie, à mon sens, c'est une invitation. Une invitation juste dans l'objectif de tuer le langage ordinaire, c'est-à-dire de nier toute forme de langage et plate, et niaise, tout ça. Et justement, c'est ça ma définition de la poésie. Mais au-delà de cette définition, il y a aussi l'espace, il y a aussi le temps, il y a aussi toute une forme d'esthétique qu'il faut prendre compte de tout cela. D'abord, l'espace. Pourquoi je dis l'espace? Parce qu'il y a également les espaces de bibliothèques, les centres culturels, tout ça. Moi, j'ai eu la chance justement de fréquenter, à mon humble avis, l'une des plus grandes bibliothèques de la capitale de Port-au-Prince. Il s'agit bien sûr de la bibliothèque Monique Calixte, dont je suis membre il y a quelques années. Et je profite également de l'occasion de saluer l'animateur du club de lecture de la bibliothèque Monique Calixte. Il s'agit bien sûr de Réginald Glaniger-Rosemont. Réginald Rosemont. Oui, Réginald, c'est un ami. Réginald, salut mon frère, mais respect, tu es toujours dans mon cœur. Voilà, c'est la bibliothèque Monique Calixte qui a fait de moi ce que je suis. C'est la bibliothèque Monique Calixte qui m'a poussé vers l'irréel, qui m'a poussé vers une métaphysique du langage, une méditation, c'est-à-dire une méditation qui, justement, va à la rencontre de l'autre comme matière, comme objet, pour une mission très objective de créer le beau. C'est intéressant que tu ouvres la lucarne, que tu mettes les projecteurs sur la bibliothèque Monique Calixte, qui est une bibliothèque qui m'a également beaucoup marqué. C'est peut-être l'occasion de rendre un hommage public, ça je le fais souvent, mais pourquoi ne pas le refaire là? Rendre un hommage public à l'équipe de la bibliothèque Monique Calixte. C'est extraordinaire ce que ces jeunes dames ont pu camper à Port-au-Prince et comment cette bibliothèque qui est à l'avenue Christophe a pu contribuer à la formation et à l'épanouissement intellectuel d'une panoplie de jeunes. Mais on va retourner dans cette bibliothèque Monique Calixte. Qu'est-ce qui t'a amené pour la première fois dans cette bibliothèque? Et justement, déjà, je suis né dans une famille très cultivée. Mon père, Jean-Renel Gustave, est un bouquiniste. Un bouquiniste est celui qui vend des livres dans des rues, tout ça, qui est
extrêmement différent à un libraire, quelqu'un voilà, Ouais. de librairie. Et mon père est bouquiniste, il vend des livres à la rue Bonnefoy, et au centre-ville, justement, et je suis né. Mais quelle chance d'avoir un papa bouquiniste. Voilà. J'aurais adoré avoir un père bouquiniste. En fait, je suis entouré, je suis né. En fait, c'est au-delà de l'être humain, c'est les livres. Les livres, en quelque sorte, m'a donné naissance. Et non, dans un objectif, justement, Donc déjà, sous créer- l'influence de ton papa, Absolument, tu étais absolument. exposé aux livres. Aux livres. Mais pour aller à Monique Calixte, était-ce une décision personnelle, genre tu as 12 ans, 13 ans, 14 ans, ou était-ce quelqu'un qui t'a conduit à la bibliothèque pour la Absolument, première absolument. fois? C'était vraiment, strictement une décision personnelle. Tu avais quel âge? Environ 18 ans. Ouais. Et voici 19, 18 ans. voici ce que les autres jeunes qui nous regardent là maintenant, qui ont 18 ans, doivent faire. Je sais qu'à cause de la pandémie de Covid-19, malheureusement, la Focale avait dû fermer cette bibliothèque pour les restrictions sanitaires. Mais une fois que cette bibliothèque sera ouverte, il faut fréquenter cette bibliothèque. Il faut aussi fréquenter la Bibliothèque nationale d'Haïti. Déjà, Vous voyez, j'aimerais- il faut fréquenter toutes les bibliothèques. Absolument, absolument. J'aimerais justement faire une confidence. Et une confidence publique. Mais tu n'es pas enceinte. Pas du tout. En fait, c'est vraiment une confidence honnête et pleine de bon sens. Parce que je suis fan de cette émission depuis en 2017. Ah. Depuis en 2017, et voilà, j'avais tellement envie de participer dans cette émission depuis en 2017. 2017. Depuis en 2017, je suis fan de cette Nous émission. sommes en 2022 Absolument. maintenant. Je suis fan de cette émission depuis en 2017. Mais merci. Je regardais défiler Franck Etienne, je regardais défiler Lionel Trouillot. Je me suis dit, c'est ça ma vision du monde. En fait, c'est pour dire que cette émission est une sorte de motivation pour moi. Ça m'a permis justement de grandir en regardant ces écrivains haïtiens défiler dans cette émission comme une sorte de tour Eiffel esthétique, de créer le beau, le langage, la disparition, tout ça, du réel. Ça m'a vraiment poussé à créer une sorte d'énergie au fond de moi, juste autour de la lecture, pour créer ma part d'égalité. Écoutez, Délivrez-vous te remercie. La télévision Caraïbe est extrêmement enchantée de t'avoir comme téléspectateur chevronné. Et là maintenant, comme invité. Absolument. Maintenant, je t'avais demandé de définir la poésie, tu te rappelles, pour les gens Absolument. qui n'aiment pas ça. Maintenant, comment peux-tu définir la littérature pour quelqu'un qui n'aime pas la littérature? Quand je te dis littérature, pas seulement les livres littéraires, Ouais. quelqu'un qui n'aime pas le fait de lire. Comment tu peux définir pour cette personne la littérature? Quelqu'un qui n'aime pas de lire, d'abord, et au-delà de la lecture, il y a la méditation personnelle. Qu'est-ce que j'entends par méditation personnelle? Toute personne peut méditer. Méditer par rapport à ton environnement. La méditation, à mon sens, c'est la méditation qui m'a poussé vers une lecture profonde. Et déjà, je conseille aux jeunes d'abord d'apprendre à méditer en refusant toute forme d'oppression, toute forme de dictature, en disant, voilà, tu dois lire ceci, tu dois lire cela. C'est d'abord une poussée intérieure. Et justement, c'est ça. C'est d'abord passer par la méditation, essayer de méditer sur votre vie, sur ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez faire. Je ne sais pas si c'est faire de la littérature, faire du théâtre, je ne sais pas, mais c'est votre décision à vous. C'est essayer d'entrer dans une forme de méditation et sans tomber dans le développement personnel. Mais tu vois, sans te discontinuer, Gustave, il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent là maintenant, qui sont dans des saisons, on va dire, sans maîtrise dans leur vie, par rapport à la dégradation de la situation sécuritaire, globale, etc. Mais c'est l'occasion pour moi de dire aux jeunes qui nous regardent là maintenant que nos parents, en 1990, étaient sous embargo. Il y avait une situation difficile aussi en Haïti en 86. En 88, il y avait une situation difficile. En 2004, il y avait ça. Donc un jeune qui prend comme prétexte la situation actuelle pour ne pas se construire,
mais c'est un jeune qui a décidé d'échouer. Parce que de toute façon, la vie va continuer. Le pays va continuer à vivre. Absolument. Un jeune qui nous regarde là maintenant et qui ne s'équipe pas, qui n'apprend pas un métier, qui ne se donne pas des habitudes intellectuelles et saines, mais c'est un jeune qui a opté pour l'échec catastrophique. Maintenant, je te laisse continuer par rapport à ce que tu disais sur la littérature. Il y a le métier, il y a justement le métier, il y a aussi l'être humain, ce que nous voulons vraiment. Parce que je me prends par exemple comme exemple, et j'ai séché pas mal de cours en secondaire, nouveau secondaire. Tu as fait l'école buissonnière. Absolument. J'ai séché pas mal de cours. Je me souviens, lorsque j'étais au collège Alpha et à l'avenue Christophe, et j'ai séché pas mal de cours, juste parce que je voulais passer toute une journée entière à la bibliothèque Monique Calixte à lire sans oppression, c'est-à-dire quelqu'un qui vous pousse vraiment à lire. Et voilà ce que vous voulez faire, ceci, cela, lisez ceci. Non, je voulais lire avec une liberté et d'âme, de plonger dans les livres sans maître, sans dictateur et livresque. Non, je voulais justement lire avec une liberté, une fougue et juvénile. C'est ça qui m'a poussé justement à la poésie et à la littérature, qui m'a justement fait apprécier le club de lecture de la bibliothèque Monique Calixte. Parce que c'est de la bibliothèque Monique Calixte que j'ai commencé justement à aimer la littérature, à fréquenter les auteurs, à converser avec eux. Mais quel est ton premier coup de foudre littéraire? Tu m'excuseras, j'ai volé la formule à Amélie Nothomb. Amélie Nothomb est une écrivaine belge magnifique qui aime beaucoup parler de la notion de coup de foudre littéraire. Est-ce que tu te rappelles de ton premier coup de foudre littéraire? Mon premier coup de foudre littéraire, c'est justement un recueil de poèmes. Bon, c'est un recueil de poèmes qui est publié, c'est Mémoire d'un crier. Publié chez Mémoire d'un crier. C'est qui le poète? En fait, c'est Calboire. Calboire. Et c'est un ensemble de poèmes de Calboire, publiés dans l'anthologie secrète et de Mémoire d'un crier. Tout ça, et c'est un livre vraiment intéressant. Anthologie secrète de Calboire, publié chez les éditions Mémoire d'un crier. Et voilà, j'ai tombé sur un poème qui m'a vraiment épaté. Et ce texte qui dit « Écoutez, compagnons, je vais vous dire des choses. Tout d'abord, versez à boire. Quand j'aurai claqué, mes chers copains, ne pleurez pas. N'écrivez point de plaintives élégies. Surtout, ne faites pas de vers in memoriam. Mais que ma tombe vous soit une taverne où l'on chante, où l'on se saoule, et que le rythme mystique et sensuel d'une meringue me berce dans ce moelleux hamac qu'est le néant. Je vide ce verre avec l'espoir que les toasts qu'il me reste à faire ne seront pas nombreux. » Justement, Calboire a dédicacé ce poème à Jacques Roumain. À Jacques Roumain, vraiment un immense poète. Et Calboire, on en profite, il y a beaucoup de gens qui habitent en Haïti, qui habitent même de la place Karl Boire. Voilà. Tu sais, les gens des fois prononcent mal, les gens disent Calboire, place Calboire. Mais ils oublient que c'est le poète, illustre poète qui s'appelait Karl Boire et qui a vécu dans cette zone en effet, et qui est un excellent poète haïtien qu'on invite les jeunes à lire. Justement, en hommage à Calboire et les ateliers en écriture, qui est une compagnie de théâtre que je dirige depuis en 2017, on a rendu hommage à notre manière d'esthétique et à ce fameux poète Calboire sur la place Calboire le 13 novembre. Ça, c'était génial. Justement, après cette petite pause, on va parler de écriture et on va lire aussi tes poèmes, on va voyager dans ta production. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur la télévision Caraïbe à l'heure pétante de l'émission des livres. Et vous, si vous m'appelez D'Angelo Neyard, je ne me fâcherai pas. Je vous laisse respirer, damoisous, damoiselles, chers amis du bonheur. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche.
Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, offrez-vous au moins 30 minutes de lecture par jour. Je vous assure que ça ne va pas vous tuer. Je vais vous exposer à l'un des textes de mon invité, de mon premier invité. Il y a une autre jeune femme qui va arriver tout à l'heure, Yves-Marie Gustave, qui écrit Solino. Blodo, blodo, blodo. Clip, clap, clip, clap, clip, clap, clip, clap. Ta 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 ta. Blodo, 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 blodo. Go! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En fait, un poème pour moi, justement, c'est l'esthétique avant tout, mais c'est le choc. Le choc est pour dire non, non à l'inégalité, pour dire non à la violence. Parce que pour moi, un poète dit toujours non à la violence. Un poète dit toujours non au racisme. Un poète dit toujours non aux choses banales, futiles, tout ça. En fait, ce sont des onomatopées, justement. Ce sont des onomatopées que j'ai créées justement pour ouvrir le champ de ce poème. C'est nous inviter justement à aller au-delà, à créer du son justement pour nous essayer de plonger dans l'esthétique du texte, pas l'embarras, mais la valeur, justement, le son, l'importance du son dans un poème. Est-ce que pour toi, un poème, c'est d'abord une aventure du son? Et en fait, ce n'est pas seulement une aventure du son, c'est la métaphysique même et du sens. Et le son, il y a également l'aspect du poème, ce que vous voulez vraiment dégager dans le texte, et comme contenu, tout ça. En écrivant ce texte titré Solino, et en fait, j'habite à Solino, il y a environ 3 ou 4 mois, 4 mois, j'habite à Solino, et en fait, c'est un quartier populaire et populeux. Je connais très bien Solino. Je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent depuis Solino. Solino, dans mon cœur. Voilà, et ce sont des onomatopées justement pour inviter... Mais tu parlais du quartier là. C'est un quartier qui est comment, Solino? En fait, Solino, c'est un quartier vraiment populaire et populeux, pardon. Et vous savez, en 2004, ce qui a eu... Oui, il y a eu un coup d'État en 2004. Pas besoin d'élaborer tout ça. On laisse ça pour les politiciens. Pour les politiciens, là, on est dans la littérature. Ouais. Oui, ça m'a beaucoup marqué. Et lorsque j'ai lu tout ce qui s'est passé durant ces périodes de 2004, et ça m'a vraiment épaté. Je me suis dit, il faut vraiment créer un poème autour de ça. Mais c'est même ce témoignage que tu portes, et je profite de cette occasion pour dire aux gens qui nous regardent là maintenant, si un Haïtien veut savoir ce qu'est un chimé, si un Haïtien veut savoir comment 2004 était, comment la situation était difficile, il faut lire Le désespoir des anges de Henri Quénol. C'est le roman qui témoigne de 2004 et qui parle de tous ces chimères, délinquants, tout ce que vous souhaitez, qui terrorisaient en grande partie la population. Donc voici pourquoi les gens qui nous regardent ont intérêt à lire. Pour comprendre Haïti, pour savoir ce qui se passe dans la contemporanéité d'Haïti, pour connaître l'histoire de ce pays et pour pouvoir se projeter dans l'avenir, il faut absolument se donner ses habitudes de lecture. Je reprends Le désespoir des anges de Henri Quénol. C'est le roman par excellence pour toute personne souhaitant connaître 2004. On retourne à Solino. Ouais. Est-ce qu'à Solino, les jeunes sont organisés? Il y a des clubs de lecture peut-être là-bas. Je sais que tu m'avais invité à Turgeau, dans un espace de jeunes. Voilà, est-ce qu'à Solino, tu sens que les jeunes sont dans ce dynamisme intellectuel? Et pas du tout. Pour être honnête, pas du tout. En fait, j'ai dans ma tête vraiment
et des perspectives et de créer tout ça, des espaces de centres culturels, juste pour inviter les jeunes à venir et s'installer, à venir et causer avec nous autour de la littérature, autour du livre. Mais ce sont justement des projets. C'est un projet que tu as jusqu'à présent. Voilà. En tout cas, on salue les jeunes qui nous regardent à Solino. Je retourne à ton poème. Quels sont ces bruits en bandoulière qui grondent les tétons du soleil? Ô existence de l'inexistence, ne parle pas de paradis. Le paradis, tu y crois ou pas? Voilà, en fait, je suis né dans une famille religieuse. Ouais. Et mon père est un... Quelle religion? Le vaudou, le protestantisme. Hein? Mon père est un fervent protestant, un prédicateur chevronné. Il est tout le temps habité par le sang de Jésus. Alléluia! Voilà, et avec l'âge, justement, je me suis dit, il faut m'écarter de tout ça. Il faut m'écarter de tout ça. Une démarche cartésienne, quoi. Tu as fait table rase de tout ce qu'on t'a appris. Et en fait, ce texte, c'est justement le refus du paradis. C'est vraiment absurde. On est dans un quartier, des gens, avec munis de munitions, tout ça, et puis chaque jour, attendez, koto, po. Et puis quelqu'un, je ne sais pas, une espèce humaine, tout ça, un bon matin, il vient frapper à ta porte. Repentez-vous, le Seigneur est là, repentez-vous. Voilà, c'est vraiment absurde à mon sens. C'est vraiment absurde à mon sens parce que le paradis c'est ici, le paradis est là. Et maintenant, c'est à nous de créer notre ouverture et notre perspective et pour créer ce paradis-là. Le paradis pour moi est sur terre. Ce n'est pas dans le ciel. Le paradis est avec nous. Ça nous entoure. Mais comment appréhender ce paradis? C'est la question. Comment appréhender ce paradis si ce paradis est autour de nous? Mais il y a justement une construction d'âme à créer. Il faut construire quelque chose. Aujourd'hui, là, sur ce plateau, je suis au paradis. Ouais. Parce que je suis au paradis. Mais tu es très voltairien aussi dans ta démarche. Oui, je suis paradis parce que... C'est Voltaire qui disait, mais le paradis est là où je suis. Oui, je suis au paradis parce que là, j'ai créé une œuvre et tu m'as invité à parler autour de cette œuvre-là. Mais là, je suis au paradis parce que là, des gens me regardent à parler de mon texte. Il y a toute une sorte de médium. Mais là, je suis au paradis. Le paradis, c'est ici, maintenant, c'est à nous de créer ce paradis-là. Est-ce que tu es pour autant athée ou tu ne te définis pas comme ça? Je ne suis pas athée. Je ne suis pas athée parce que je ne peux pas nier mon identité parce que je suis né dans une famille religieuse. Mais il y a quand même une sorte de... écarter tout ça pour aller au-delà même. Absolument. De la tu es dans une croyance éclairée, on va dire. Combien de fois j'ai coupé le ruban de mon âme, coupé les griffes des étoiles du vent, puis se réveiller, ventre creux, dans l'alchimie des ombres cannibales. Ombres pétales qui respirent les feux du mur monde, qui charrient un arc-en-ciel maudit à force d'agrafer le chômage sur les chaleurs du béton sec. Oh, existence de l'inexistence, ne me parle plus de paradis. Chaque jour, je dérobe les ordures de ma ville natale. L'ivresse est ma demeure sans trait d'union. L'ivresse, à ton avis, l'ivresse est ma demeure. Est-ce que l'ivresse, pour les gens qui, malheureusement, on déconseille l'ivresse, la consommation exagérée d'alcool ou de tout type de drogue. Est-ce que tu considères les gens qui sont tout le temps ivres, les gens qui sont alcooliques, est-ce que c'est des gens qui, d'après toi, sont des lâches, dans le sens qu'ils ne sont pas capables de regarder le réel dans sa dureté, ou est-ce que c'est des gens qui préfèrent ne pas circuler dans la même conscience du monde que les autres? Comment toi tu vois quelqu'un qui malheureusement, on déconseille vraiment l'usage, la consommation excessive d'alcool? Il faut aller au-delà de l'alcool. Et lorsque je dis au-delà de l'alcool, je vois justement des objectifs et que même société a accepté
que c'est des objectifs solides. Par exemple, on toujours prend ça comme un exemple, on connaît plus le monde et dans ce secteur culturel qui boit alcool, mais on pas gagné et seulement ça comme passion. Au-delà de l'alcool, il faut avoir d'autres objectifs solides. Ouais. C'est Il ça. faut vraiment pas devenir un alcoolique. Parce que tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui regardent cette émission qui ont une image cliché Ouais. de la représentation, si tu veux, mentale d'un intellectuel et d'un savant. Ouais. Beaucoup de jeunes pensent qu'il faut absolument fumer ou boire beaucoup d'alcool. Mais C'est faux, chers jeunes. Vous n'avez pas à fumer Ouais. ou à boire de l'alcool pour ressembler à un intellectuel. Ce sont Pas des du produits dangereux pour la santé. Je sais, mais attention, il ne faut pas oublier que Charles Baudelaire était un grand buveur d'alcool. Ouais. Charles Mais Baudelaire, Baudelaire se droguait aussi. il prenait- c'était un dandy, l'homme Ouais. qui a écrit Les fleurs du mal. Ouais. Hein, Titre voilà. interdit à sa parution. hein. Ouais, c'était un Et grand... Baudelaire a même écrit un poème qui a pour titre Énivrez-vous. Absolument. Énivrez-vous d'amour, de quelque chose. Et un poème qu'on invite C'est les ça. à lire. Il faut aller au-delà de l'alcool. Il faut servir de l'alcool comme source de création Ouais. pour créer le beau. Et le beau, vraiment, Ouais. l'esthétique, Absolument. la chaleur Donc, humaine. une consommation modérée Absolument, d'alcool. Maintenant, quel livre, à ton avis, qui peut changer la vie d'une jeune femme qui regarde maintenant cette émission? Quel livre va être son coup de foudre littéraire? J'en reviens à cette forme. C'est très difficile et pour donner une réponse. Il y a tellement de livres dans ma tête, tellement C'est la d'auteurs. dictature du 1. Absolument, tellement d'auteurs. Mais je recommande L'heure hybride de Kathleen Mars. C'est vraiment un texte, un fameux texte très intéressant. Pourquoi l'heure hybride? Très rapidement. Hein? Pourquoi? Ouais, en fait, L'heure hybride, c'est un texte justement qui nous invite à connaître un petit peu sur l'homosexualité, ce qu'est vraiment l'acceptation et de soi, aller au-delà de ça ou même yoba nous comme réalité. Et ça présente aussi ce qu'est un gigolo. Absolument. Parce que beaucoup d'hommes qui regardent cette émission ont l'habitude de dépenser de l'argent pour leurs compagnes et pour leurs femmes. Ah ben, il y a des hommes qui se font entretenir par des femmes un petit peu âgées et on les appelle des gigolos. J'apprécie. Et L'heure hybride, c'est une histoire Absolument. avec Rico Lermite qui est un Rico Lermite, véritable... un personnage. Ah non, le nom est resté dans ma tête. Rico Lermite. Et j'ai lu L'heure hybride, ça fait des années quand même. Oui. Mais le personnage est resté collé à ma L'heure rétine. l'heure hybride. Je le vois toujours sur la route de Canapé Vert. Hein. C'est Moi, un quand je texte, monte, je vois vraiment, Rico Lermite. il y a également l'aspect poétique dans le texte. Ouais, c'est bien l'aspect écrit. poétique. Kathleen Mars, c'est une jeune écrivaine haïtienne qui a vraiment énormément de talent. Quelqu'un qui n'aime pas lire, qui connaît rien à la littérature, commencez par Kathleen Mars. Kathleen Mars, C'est L'heure une hybride. écriture souple, c'est une écriture lumineuse avec beaucoup de poches de poésie et d'explosion de beauté. Ça va nous, justement, proposer d'aller au-delà de ce que la société nous invite. Parce que à mine de faire. rien, Gustave, on vient de parler de plusieurs livres là qui sont des ensembles de codes pour arriver à déchiffrer ce qui se passe en Haïti. On a dit 2004 pour savoir ce que c'est, il faut lire Le désespoir des anges, Henri Quénol. On a dit pour savoir en Haïti s'il y a des hommes qui se font entretenir par des femmes âgées, il y a des garçons vicieux. Son qui dit les mêmes tennis qui n'a pied, les rades qui sous lit, c'est fixe pour acheter le poulie. Mais c'est dans un livre qu'on est vous joindre ça comme terrible. C'est ça qui est intéressant en activité l'IA. C'est que tu rencontres des mondes parallèles et des mondes qui sont pétris de personnages qui vont t'accompagner pendant le reste de ta vie. Absolument. Rico Lermite, c'est tout un personnage. Donc tu recommandes L'heure hybride de Kathleen Mars. Garde tes bonnes habitudes, Jean-Marie Gustave, Yves-Marie Gustave. Pour ça que j'ai trouvé ce an. Je salue ton papa qui peut-être regarde cette émission, qui est bouquiniste. Jean-Ronel Gustave. Jean-Ronel Gustave, que je salue. Monsieur, vous avez fait du bon boulot. Votre garçon est devenu un lecteur. Et je salue tout l'autre bouquiniste qui vend en bas la villa, dans la rue Bonnefoy, qui vend tout près de la Bibliothèque nationale d'Haïti, tout près de Chad Masla.
Nèg ça ou nourrit en pile. C'est un spécial livre 25 gouttes pour ethnologie. Moi quand je revenais de l'école du lycée Toussaint, c'est là que je prenais les livres à 25 gouttes, 50 gouttes. Mais vraiment merci à tout bouquiniste qui mettait les livres disponibles tout à Port-au-Prince. Port-au-Prince, c'est une ville très sexy. C'est une ville de livres. Absolument. Merci Gustave, ce fut un plaisir. Mesdames et messieurs, place maintenant à mon deuxième invité. C'est une très jeune femme, 19 ans, avec des kilomètres de lecture derrière elle. Madame, mademoiselle, prenez ce que vous voulez, est à la faculté des sciences humaines, en année préparatoire et elle est une lectrice. Et c'est ce que nous faisons à Délivrez-vous, recevoir les gens qui font corps avec les livres. Gardons bonheur. À tout de suite. Respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, deuxième partie de l'émission des livres et vous. Et je m'appelle toujours D'Angelo Neyar. Entre-temps, je n'ai pas modifié mon prénom ni mon nom de famille. Entre-temps, je parle toujours du bonheur parce que chaque livre est une aventure festive. Chaque livre est une invitation au bonheur. Mon invité, Wendy Etienne, est une habituée de ces parties de plaisir. Elle a apporté, fait très intéressant, une bonne petite partie de son panthéon littéraire. Wendy, bienvenue à Délivrez-vous. Merci, monsieur D'Angelo. Enlève le monsieur, Wendy, on est plus cool. Tu vas me vieillir, Wendy. D'Angelo. Ok, D'Angelo, je suis très ravie d'être à l'émission Délivrez-vous. Il faut dire que j'ai l'habitude de le suivre à la maison et j'ai toujours rêvé d'y participer. Comme Serge Jancourt le dit souvent, lire, c'est voir le monde par 1000 regards. Donc, un livre a son importance pour les jeunes, pour la société, pour le pays en général. Et je pense que ma petite contribution à cette émission est un peu importante quand même. Mais oui, on est très content de te recevoir, d'autant que je vois à ta gauche, j'aime beaucoup regarder, compère Général Soleil. Je ne sais pas si tu es au courant, prête-moi ces deux livres, et Jacques-Stéphane Alexis et Émilie Prophète. Alors, pour que les gens soient au courant, Émilie Prophète est actuellement la ministre de la Culture et de la Communication. Elle est déjà passée sur ce plateau à plusieurs reprises. Émilie Prophète a déclaré que 2022, c'est l'année de la belle amour humaine. C'est l'année Jacques-Stéphane Alexis avec son fameux discours La belle amour humaine. Et par chance, voici que dans ton panthéon, tu as et Émilie Prophète et Jacques-Stéphane Alexis. Ma première question serait, est-ce que tu trouves qu'il y a une relation esthétique entre Émilie et Jacques-Stéphane Alexis? Esthétique dans le sens de la manière d'écrire, de camper le texte. Trouves-tu qu'il y a ressemblance ou est-ce que tu trouves que chaque style est autonome? Bon, alors j'ai lu, je suis une amoureuse de ces deux auteurs. J'ai lu Impasse Dignité de Émilie Prophète, le reste du temps également. Les Villages de Dieu, c'est ma troisième lecture. Et pour Jacques-Stéphane Alexis, j'ai lu Romancer aux étoiles, Compère Général Soleil, entre autres. Donc oui, je peux dire qu'il y a une singularité entre ces deux. Une sorte de convergence parce que Émilie Prophète, à travers Les Villages de Dieu, elle fait une mixture entre la langue française et la langue créole, donc, alors que Jacques-Stéphane Alexis également utilise ce genre de langage. Donc, je peux dire que là, il y a une ressemblance. Mais du point de vue esthétique, pour parler de la poésie, tout ça, Jacques-Stéphane est beaucoup plus imagé qu'Émilie Prophète. Émilie Prophète a un langage fluide qui correspond à plusieurs tranches d'âge de lecteurs. Mais pour Stéphane, c'est beaucoup plus imagé. Il est tout le temps dans les métaphores, dans les figures de style, tout ça. Absolument. Et on ne va pas encore rentrer dans la pagination. Tu as aussi Nuit albinos de mon bon ami Gary Victor.
Mais j'ai adoré ces petits bijoux, Nuit Albinos. Mon Ces Dieu. petits bijoux. Maintenant, Gary Victor a produit une œuvre immense. Pourquoi Nuit Albinos et pas Alain des routes parallèles et tu vois, Gary, c'est un écrivain prolifique. Bon, le choix a été très, très, très difficile parce que j'ai lu 80% des livres de Gary. Ah ouais, Gary, t'as une lectrice. Hein, Gary? Donc, j'étais un petit peu coincée entre Nuit Albinos et un chronique d'un leader haïtien comme il faut, et puis revenant, bon, l'ensemble de ses œuvres. Mais vu que Nuit Albinos a un caractère comique, et puis il y a l'absurde également, la superstition en Haïti, tout ça. Donc, ce qu'il démontre comme réalité est, comment dire, est unanime pour la terre, pour notre terre natale, l'Haïti. Donc, j'ai choisi ce livre parce que non seulement la lecture est humoristique, et en plus, Ouais. ce texte Et m'a c'est vrai, conquise. et c'est vrai que ça fait rigoler. Et c'est pour ça que les jeunes qui nous regardent doivent comprendre, Wendy, le plaisir que tu prends déjà à rigoler en lisant. Une personne qui veut s'amuser a intérêt à lire. Maintenant, dis-nous brièvement, sans spolier le roman, sans le spolier, sans tout raconter, D'accord. quels sont les grands moments, de quoi ça parle, Nuit Albinos? Bon, Nuit Albinos, c'est l'histoire d'un chien, Sam, qui un jour de la Saint-Sylvestre, il laisse sa niche et puis il se pavane dans les rues de Port-au-Prince. Et c'est pas Mais- n'importe quel chien, il est grand. Oui, il est grand, costaud et en plus, il est albinos. Il est albinos. Donc, en Haïti, on a l'habitude de voir des labradors, des chiens jaunes, des chiens Ouais. noirs, mais un chien albinos, chien albinos. c'est très rare. C'est là que Gary, il est génial. C'est une imagination mais Débordante. débordante. Mais un chien albinos qui est grand comme ça. Et ce chien est dans Pétionville. Et qu'est-ce qui Oui. se passe dans Pétionville? Bon, le chien, puisqu'il a laissé sa maison familiale, donc il se promène dans les rues et puis tout d'abord, il fait peur aux habitants parce que c'est un soir de 31 décembre et dans l'imaginaire haïtien, le 31 décembre a une connotation Aïe, aïe, un aïe. petit peu burlesque, si je peux le dire ainsi. superstitieuse et tout. Tout 31 ça. décembre, un chien albinos. Oui. Donc, le chien, il va faire peur aux prostituées, aux pasteurs, aux prêtres. Donc, comment je peux dire ça? À la quasi-totalité des habitants de Pétionville, en Ouais. quelque sorte. Mais il y a une scène, j'espère que ma mémoire est toujours avec moi. Il y a une scène où le chien va lécher les fesses d'un De prêtre. non? prêtre, oui. Moi, ça m'avait fait. J'étais adolescent aussi. Ça m'avait fait rigoler. Je me disais, un chien albinos grand comme ça, qui lèche le cul du prêtre, qui était dans une activité pas très catholique. Oui, c'est ça. Le prêtre était en train de forniquer avec Absolument. une dame, une orthibonicienne, et puis Le prêtre forniquait, quoi. oui, le chien est venu et il pensait que c'était la marque de Satan que le chien lui avait laissé sur la peau des fesses, tout Ouais. ça. Donc il est allé se confesser tout près, alors via l'évêque, et puis il a dit à l'évêque qu'il se pavanait et qu'il demandait la grâce divine en quelque sorte. Et puis le chien lui a marqué le front, mais l'évêque n'était pas dupe. Il n'était pas dupe. Il s'en est tout de suite rendu compte. Il a vu que le prêtre lui mentait, tout ça, Ouais. et puis il a dû dire la vérité. Mais est-ce que tu penses que Gary Victor dénonce, tu vois, cette facilité haïtienne à tout expliquer par la métaphysique? Rien n'est simple pour un Haïtien. L'Haïtien tombe malade, l'Haïtien a 95 ans et meurt. On a mangé la personne à 95 ans. Est-ce que tu penses que Gary dénonce un petit peu ce regard superstitieux qu'on a tendance à avoir sur les choses? Bon, majoritairement, je ne sais pas ce qui est à l'origine de cela, mais les gens sont très superstitieux, comme vous l'avez dit en Ouais. Haïti. Il se peut qu'une personne attrape froid et puis on lui dit que c'est un zombie qu'on a envoyé sur elle, tout Absolument. ça. Donc, Gary, à travers ses œuvres en général, Il dénonce tout ça. montre la réalité Voilà. haïtienne. L'enfant a une fièvre, Oui. tout de suite, l'autre voisin te dit, attention, c'est l'autre voisin qui va bouffer l'enfant. J'ai des amis qui m'ont dit ça tout récemment, et ils ont un bébé là, de, je sais plus moi, 4-5 mois. La mère me dit, jeune diplômée en sciences juridiques, la mère me dit, elle a dû faire attention, pas tirer avant de chez elle. Il dit, pourquoi? Parce que Le l'autre gars, avant a failli bouffer son enfant. Mais c'est vrai qu'il faut sortir des ornières de la De cette superstition ordre, oui, parce que- et expliquer les choses par la science aussi quand même. Hein. Est-ce que tu as aimé aussi la plume de Gary Victor? Est-ce que tu as un passage que tu aimerais lire peut-être?
Bon, La plume de Gary est tout à fait addictive et je n'ai pas lâché le roman. Je l'ai lu en 1 heure de temps, je crois. Moins d'1 heure, je Ouais, pense. ouais. Parce que quand on lit Gary, on ne peut pas s'arrêter. Mhm. Tant Ouais. qu'on n'a pas terminé avec l'intrigue, avec le roman en soi. Donc, on n'a pas envie de déposer le livre parce qu'on a toujours comment dire, cette envie de lire la fin, de connaître la suite, parce qu'il nous mène dans un univers Ouais. rempli de suspense, tout ça. C'est une écriture trépidante. Hein. C'est le Michael Schumacher de la littérature. Il conduit vite. Là, je suis dans un petit passage. Pour être certain de ne pas rater son dernier coup de l'année, il avait pris soin d'abuser un peu de cette petite invention diabolique. 2 pilules de ciel. La voiture, 1 heure avant minuit, stationnée dans un coin idéal, désert, avec vue unique sur la ville. Les vitres descendues pour jouir de la fraîcheur des hauteurs. Là, nous sommes dans la voiture du prêtre, mesdames et messieurs, qui va forniquer. Alors, il avait commencé à dénuder Nanon lentement, avec toujours le sentiment qu'il partait à la découverte des mystères de la savane africaine. Une plongée lente et hallucinante dans les abîmes de la chair. Il faisait la vision, là, que Dieu lui pardonne, d'Erzuli, la déesse vaudou offerte à lui, quand ce corps taillé si parfaitement dans l'ébène se livrait ainsi à ses regards, allongé sur le siège en position couchée de sa voiture toute neuve. Les caresses expertes de l'antibonicienne embrasèrent ses sens. Est-ce que tu penses que, suivant la région d'origine d'une femme, elle est plus capable de donner des bonnes caresses que d'autres? Bon, je ne vais pas m'attarder sur cette question parce que Parce que Gary nous dit là, les caresses expertes de l'artibonicienne embrasèrent ses sens. C'est comme qui dirait, une femme de l'artibonite aurait un potentiel érotique. une sensualité rare, tout ça. Une sensualité rare. Est-ce que tu as ce point de vue-là? J'entends les Haïtiens dire ça des fois. Ah ouais, femme Jérémy, femme au cap. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Donc, je ne vais pas faire de jugement de valeur. Vu que je n'ai pas fait une étude approfondie sur le sujet, je ne peux pas donner mon point de vue là-dessus. Oui, oui. Mais j'ai l'habitude d'écouter ce genre d'histoire. On me dit souvent que les hommes, les capois en général, sont jaloux. Les femmes, Ouais. les femmes de l'artibonite savent bien cuire de la nourriture, tout ça. Donc, Ouais. On dit que les hommes oui. des cailles aiment cimenter les pieds des lits. Tu épouses un mec des cailles, t'inquiète pas, le lit ne bouge pas. Il faut du ciment. Alors, son cœur, le cœur du prêtre, battit à tout rompre, certainement sous l'effet des 2 pilules. Il prend des pilules pour accroître sa performance sexuelle. Il ne s'en préoccupa pas. Son médecin personnel lui avait certifié qu'à 60 ans, il possédait un cœur de gamin capable de résister aux efforts les plus violents. Là, Gary fait aussi un travail intéressant. Il nous apprend que les êtres que nous connaissons ont des doubles vies des fois. N'est-ce pas? Est-ce que tu Oui. penses que presque tout le monde a une double vie? Bon, vu que chaque personne est unique en sa manière, donc on ne peut pas tout montrer. Je crois qu'il faut avoir une part de mystère en nous. On ne peut pas divulguer tous les traits de notre personnalité, même aux personnes qui nous sont les plus proches. Donc je crois que chacun, à sa manière, chacun, à sa manière, Ouais. a une double. Il faut garder des chambres intérieures. Exactement. Première recommandation de lecture de Wendy Etienne, Nuit Albinos de Gary Victor. Gary, un très bon ami que je salue et qui sera très bientôt encore une fois sur ce plateau. Maintenant, pour en revenir, je vais d'abord commencer par Jacques-Stéphane Alexis. Ah ben oui, tu es chargé comme l'Egba. Tu es chargé comme la Pologne aussi, dit-on. On va en revenir, mais Jacques-Stéphane Alexis, compère Général Soleil. Les gens qui regardent maintenant cette émission doivent savoir que ce monsieur est tellement important en Haïti que l'année 2022 lui a été consacrée. 2022, c'est l'année de la belle amour humaine pour Jacques-Stéphane Alexis, excellent écrivain haïtien qui a publié un livre en France, à Gallimard, à une époque où la France était raciste. La France est toujours un petit peu raciste, mais à l'époque, c'était encore plus raciste. Donc ça prouve que le talent peut casser la gueule du racisme. Pourquoi il t'a marqué, Jacques-Stéphane Alexis, et particulièrement compère Général Soleil, ce Hilarion Hilarius, ce personnage qui est dans ce roman? Bon, pour Compère Général Soleil, comment j'ai fait le choix, c'est que l'année dernière, j'ai participé à un concours de résumé que
C3 Éditions avait organisé. Donc, il fallait résumer en 5 minutes un livre de Jacques-Stéphane Alexis. Donc, j'avais choisi Compère Général Soleil parce que c'est un ami qui me l'avait donné lorsque j'étais en 3e. Mais je ne l'avais pas ouvert. Donc, mais l'histoire, au début, ça m'a captivée parce que comment une personne, à cause d'une faim, peut, comment dire, peut aller en prison. C'est comme une bagatelle qui nous met sous les barreaux, en quelque sorte. Donc, c'est ce que raconte Stéphane à travers son texte, Compère Général Soleil. C'est l'histoire d'Hilarion Hidarius, un homme qui, tenaillé par la faim, comme je viens de le dire, va voler de la nourriture dans une demeure bourgeoise. Mais cependant, au moment de s'enfuir, il se fait arrêter et il est condamné à un mois d'emprisonnement. Ouais, mais sans spolier le livre, hein. Sans tout dire, afin que les jeunes aillent découvrir le talent du médecin. C'est un médecin aussi. Hein. Oui, Il fut un temps, en Haïti, un médecin n'était pas qu'un médecin. Un médecin était aussi un intellectuel. Exactement. Et je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il fut un temps où un médecin haïtien était un savant. Et Jacques-Stéphane Alexis, c'est la preuve. Donc il t'a beaucoup marqué. Tu sais une phrase qu'il a dit à sa fille? Bon, il dit que la vie tente toujours de planter ses crocs dans le bonheur des hommes. C'est une phrase que j'ai appréciée particulièrement parce que c'est vrai que dans les moments... On dit la phrase, comme ça les gens qui regardent peuvent noter la petite phrase. La vie tente toujours de planter ses crocs dans le bonheur des hommes. Voilà, la vie tente toujours de planter ses crocs dans le bonheur des hommes. Et tu sais ce qu'il a dit aussi à sa fille? Il a dit à sa fille, ma chérie, ne laisse pas dormir ton intelligence. Lorsqu'on laisse dormir son intelligence, elle se rouille comme un clou. Et puis on est méchant sans le savoir. Hein? Quel brillantissime écrivain que Jacques-Stéphane Alexis. Mais tu as aussi lu Romancero aux étoiles, tu nous as dit aussi. Oui. Qu'est-ce qui t'a plu dans Romancero aux étoiles, qui est un autre livre de Jacques-Stéphane Alexis? Bon, Romancero aux étoiles, c'est un recueil de contes que Jacques-Stéphane avait écrit. Donc l'histoire qui m'a le plus marqué, c'est l'histoire de Bouki et de Malice. Il y avait une grande faim dans la région et puis Malice a choisi de tuer la mère de Bouki afin de la manger avec lui. Donc c'est une histoire qui est d'une cruauté extrême et qui montre que quand on est face au mur, on ne sait pas quel comportement on va avoir au juste. Donc, nous sommes capables des pires extrêmes quand nous sommes dans une situation difficile. Et c'est ça que la littérature nous apprend. Nous ne sommes pas réellement celui que nous croyons être. Exactement. Ce sont les circonstances qui déterminent ce que nous pouvons faire et pas. Oui. On ne peut pas anticiper sur la manière dont on allait aborder un problème, une situation quelconque, parce qu'on ne sait pas ce que réserve l'avenir et on ne sait pas également quel comportement on allait avoir. Mais du coup, Wendy, personne ne se connaît réellement. Bon, quelque chose. Parce que en tant qu'individu, il faut toujours aller à la découverte de soi. Chaque jour, on se rencontre en quelque sorte. Et chaque livre aussi, j'imagine, est une aventure qui permet de se rencontrer, de découvrir des aspects de sa vie, de découvrir de ce dont on peut rire ou pleurer. Alors, Jacques-Stéphane Alexis, Compère Général Soleil, Wendy Etienne est claire là-dessus, il faut absolument lire Compère Général Soleil. Vous allez rencontrer Hilarion. Parce que Jacques-Stéphane Alexis était très engagé politiquement aussi. Hein. C'est quand même lui qui a été au premier moment des partis communistes en Haïti, Jacques-Stéphane Alexis, et il a quand même porté une résistance farouche au régime des Duvalier. Exactement. Et d'après ce qu'on dit, il me semble, on n'a pas de preuves, il me semble que c'est Papadoc lui-même qui aurait arraché les yeux de Jacques-Stéphane Alexis, qui était rentré pour faire la révolution, pour renverser son régime, et il s'est fait arrêter, malheureusement, et conduit à la caserne des Salines. Et on raconte, on ne sait pas si c'est vrai, je dis ça pour les gens qui regardent avec beaucoup de pincettes, que c'est Duvalier lui-même qui aurait arraché les yeux d'Alexis. Parce que les deux se connaissaient. Et Papadoc avait demandé à Alexis de fuir Haïti. Et puis, lui, il a répondu dans une lettre magnanime: dans quelques pays où je puisse être, je vais pouvoir vivre, ce n'est pas vous qui allez me dire de laisser Haïti, etc. En tout cas, voici un homme, un Haïtien conséquent qui a marqué ce pays, que Wendy, qui a 19 ans, vous invite à lire. Wendy aussi vous a proposé Nuit albinos, pour savoir qu'est-ce qu'un chien albinos
peut faire dans les rues de Pétionville un 31 décembre. Même un prêtre qui fornique a eu un petit coup de langue sur son cul. Comme quoi la littérature, c'est le lieu de tous les possibles. Respirez, mesdames et messieurs. Wendy, pète la forme. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. La cité de la puissance divine était d'abord du bruit, des bruits qui couvraient d'autres bruits, des projectiles tirés en plein jour pour effrayer un commerçant qui ne voulait pas s'acquitter de la redevance envers le gang du moment qui rançonnait, des postes de radio dont le volume était mis à fond, chacun émettant un programme différent, des voisins qui s'insultaient, des cris d'enfants qu'on tapait, des gosses qui étaient en train de courir, jouer, maigres, handicapés, parce qu'ils avaient eu des accidents divers, que leurs parents, pendant leur gestation, avaient bu trop d'alcool, fumé des substances interdites, qui subissaient la cruauté de leurs camarades, des mioches trop nombreux qui témoignaient du taux élevé de la natalité, nés d'amours éphémères, de viols ou des œuvres de Dieu lui-même, des jeunes femmes qui priaient à longueur de journée, affirmaient très sérieusement avoir été engrossés par le Saint-Esprit et racontaient leurs songes à des gens ébahis qui croiraient n'importe quoi, tant ils étaient paumés, désespérés. Les fous, trop nombreux, les alcooliques, les drogués, les éclopés du dernier tremblement de terre ou victimes de gangs, les aveugles, les morts que l'on pleurait, les prédicateurs qui ciraient la main de Dieu plusieurs fois par jour, les marchands ambulants qui vendaient haut et fort leurs produits, les chiens maigres qui se ressemblaient tous, reniflant partout à la recherche de nourriture, sautillant sur trois pattes, avec un œil crevé, une blessure infectée, parce que tout le monde se défoulait sur les chiens errants, par plaisir, par réflexe, par habitude, par désœuvrement. Les caillassés étaient un réflexe chez les enfants et les adultes. Les villages de Dieu, Emily, prophète Milcé, et poétesse et romancière. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre, Wendy Etienne? Bon, Les villages de Dieu, c'est un texte très actuel parce que ça montre les problèmes que confronte le pays, là maintenant. Donc, c'est un texte qui m'interpelle parce qu'on voit qu'il y a une part de féminisme. Et puis, il y a aussi le désœuvrement d'une jeune fille qui est livrée à elle-même après la mort de sa grand-mère, tout ça. Donc, on nous montre qu'il faut faire preuve de résilience face aux difficultés. Donc, c'est tout ça qui m'a charmée dans le texte. Absolument. Emily nous invite à la résilience, à rester solide et en même temps, elle porte un regard éclairé, un regard sans phare et critique sur la situation des gangs, quoi, ce que les gangs font dans ce pays qui est très incorrect. Et on attend que la police continue, en effet, à gérer ce problème-là. Les villages de Dieu, c'est un témoignage poignant à ce niveau de Emily Prophète, qui est l'actuelle ministre de la Culture et de la Communication. Et tu voulais aussi parler de sombres existences de Depta Christie Léger. C'est une amie à toi? Oui, c'est une amie. Ah, mais voilà. Voilà. Ah, mais voilà. Tu vois, j'ai eu l'intuition. Je me suis dit, peut-être que Christie, c'est l'amie de Wendy. Vous étiez à la même école ensemble? Bon, on s'est rencontrés à C3 Éditions. Elle était membre du jury. Et pour le concours Jacques-Stéphane Alexis, c'est une fille très prometteuse sur le plan littéraire. Et elle a gagné un prix, le prix Amarante, avec cette œuvre et Sombres existences. C'est une histoire qui témoigne de la violence faite aux familles, aux filles, de tout ça en général. Des beaux-pères qui maltraitent leurs belles-filles, leurs femmes. Tu vois, voici pourquoi une jeune femme doit lire quand même un tel livre. Pour en finir avec la violence conjugale, pour en finir avec, tu sais, le patriarcat, cette violence des hommes gratuite sur les jeunes femmes.
Voici donc un roman qui dénonce tout ça, que tu nous recommandes. Et Marc Lévy aussi est sur ton téléphone, mais Marc Lévy est quand même dans ta vie. Marc Lévy a beaucoup de succès auprès des jeunes. À ton avis, pourquoi? Bon, je crois que, pour faire simple, c'est à cause de la clarté qui se dégage dans ces textes. Et puis, il ne se contente pas seulement de parler des personnages, il nous montre également les émotions, à travers une simplicité rare. Voilà. Parce que les jeunes de nos jours n'aiment, est-ce que je peux dire les jeunes? Majoritairement, je vais nuancer un peu parce que je ne peux pas faire une globalisation du cas. Et les jeunes, majoritairement, n'aiment pas lire. Donc, Marc Lévy, à cause de la simplicité qui se dégage de ces textes, il a une propension à attirer les jeunes. En quelque Un sorte. public qui, au fait, n'aimait peut-être pas forcément lire. Alors, je rappelle tes titres: Sombres existences de Bergy Depta Christy Léger, qui est disponible à C3 Éditions, pour en finir avec le patriarcat. Il faut absolument lire ce livre. Compère Général Soleil, Jacques-Stéphane Alexis, que mon invité vous invite à lire. Je vous rappelle que 2022, c'est l'année de la belle amour humaine. C'est l'année consacrée à cet écrivain haïtien qui s'appelle Jacques-Stéphane Alexis. Le bon vieux Gary Victor, le sublime, le magnanime Gary Victor à travers Nuit Albinos, avec toujours cette capacité à imaginer des situations qui pourraient bien exister. Hein. J'imagine bien qu'un soir à Pétionville, il y aura vraiment un chien albinos et qui va foutre la trouille à tout le monde. Et tout le monde va penser que c'est le diable, c'est Lucifer. Alors c'est un chien qui a été effrayé par des feux d'artifice et des pétards et qui a gagné les rues. Et les villages de Dieu, mais bon Dieu, et tu as une charmante bibliothèque, les villages de Dieu de Emily Prophète, pour tout savoir maintenant sur cette histoire de gang, sur la situation réelle d'Haïti en ce moment, ce qui se passe, les relations qui se tissent entre la population civile, les gangs, comment les gens s'en sortent dans ce pays et comment il faut toujours être opiniâtre et résilient. Merci Wendy. Mais j'imagine qu'il y a une jeune femme là qui a 14 ans, non pas 14 ans, elle est plus grande. Elle a 19 ans comme toi. Dis-lui une phrase afin qu'elle se mette à lire et à se cultiver. Bon, tout d'abord, avant de dire une phrase en rapport avec la lecture, je vais parler un peu sur la violence à l'égard des femmes, vu que c'est ce thème que dégage Sombres existences de Bergy. Je dois vous dire, chères femmes, que lorsque vous êtes victime de violence, il ne faut pas vous taire. Parce que se taire, c'est en quelque sorte donner une légitimité à votre agresseur. Et je sais qu'il y a parfois une culture du silence en Haïti, mais ce que je vous encourage à faire, c'est de parler. Parce qu'en parlant, on peut éviter des mots complexes. Les mots simples peuvent éviter des mots complexes. Alors, mots M-O-T-S et mots M-A-U-X, bien sûr. Donc, c'est ça. Et puis, concernant la lecture, Marcel Proust, l'auteur de Sodome et Gomorrhe, a dit que lire, la lecture, en quelque sorte, est une amitié. Donc, quand on lit, on trouve un ami à travers les livres. Donc, je vous encourage également à lire, parce qu'en lisant, vous aurez une plus grande culture, une connaissance variée sur des sujets multiples. Et en plus, il y a une étude qui a démontré que lire ralentit en quelque sorte la maladie d'Alzheimer. Donc, quand vous lisez, il y a des synapses qui se créent au niveau de la zone cérébrale et ça réduit le risque d'Alzheimer. Donc, lisez et ne vous stoppez pas. Lisez, lisez, lisez. Merci. Merci Wendy Etienne pour ce passage lumineux à l'émission des livres et vous. Je remercie mon premier invité Yves-Marie Gustave et je remercie surtout maintenant le staff technique de la télé qui produit cette émission. Je remercie Féquière, je remercie Guito, que sa femme appelle Guite, m'a-t-il dit aujourd'hui. C'est très charmant. Donc, Madame Guite, voilà, je vous salue aussi. Voilà. Et on salue Gamin, on salue Alphonse, on salue Émilie, Jefferson, Maniello. C'est vraiment une grosse équipe qui produit cette émission. Et Spencer qui fait des photos. Et Jimmy
qui fait le montage et la mise en onde, et Greg Boule qui a une barbe là, hein, à se faire arrêter dans tous les aéroports anti-islamistes. Mais c'est pas vrai, je plaisante, Greg est très charmant avec sa bonne barbe et c'est notre ingénieur de son ici à la radio. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. Écoutez, je m'appelle toujours D'Angelo Néard. Entre-temps, soyez sûrs de ça. Hein. Je n'ai pas changé de nom. Je vous dis, gardons bonheur dans le monde. Il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.